Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous arrivons au terme, enfin, du projet de loi de financement de la sécurité sociale de la XVIIe législature. Une responsabilité particulière a incombé au Sénat pour l'examen de ce texte, l'Assemblée nationale n'ayant pas été en mesure de se prononcer en première lecture dans le délai imparti par la Constitution. Je souhaite d'abord saluer la qualité de nos débats entre les groupes politiques et celle de nos échanges avec les ministres, qui ont été marqués par la transparence et la franchise. C'est une évolution et ça fait du bien. Nous ne pouvons que nous en féliciter, notamment car nous savons que le gouvernement a disposé de peu de temps pour préparer ce projet de loi, mais le travail de la commission a également été très contraint. Et à cet instant, je voudrais remercier tout particulièrement notre rapporteure générale, Élisabeth Doineau, ainsi que nos rapporteurs de branche qui ont fait un travail excellent, un travail de responsabilité. Notre groupe, pleinement conscient des défis liés à la situation budgétaire du pays, a adopté une ligne claire. En premier lieu, le solde proposé par le gouvernement ne devait pas dégrader à l'issue de la lecture du Sénat. C'était le premier point. Nous savons que nos partenaires, que nos créanciers scrutent la séquence budgétaire de notre pays et que de la crédibilité de la France est en jeu, de même que la crédibilité du Sénat dans ses travaux. Le solde, à l'issue de notre examen, ressort d'ailleurs avec une amélioration d'1 milliard d'euros. En deuxième lieu, pour que ces efforts puissent être compris et acceptés, ils devaient être équitables, partagés par tous. Retraités, salariés, actionnaires, entreprises, complémentaires santé, assurés, professionnels de santé, gestionnaires des caisses de la sécurité sociale et surtout, avec tout cela, une volonté de préserver l'emploi et la qualité des services. En troisième lieu, si ce PLFSS et le budget général sont marqués du sceau de l'urgence, nous ne devons pas perdre de vue, Madame le ministre, Monsieur le ministre, qu'il y a nécessité d'enclencher très vite des réformes structurelles qui seules nous permettront de mieux dépenser et d'ouvrir des perspectives aux professionnels de la santé et du soin, ainsi qu'aux assurés. Tel est le véritable sens de la contribution de solidarité par le travail que nous avons introduit dans ce texte et dont je reparlerai. J'en viens aux principales mesures adoptées par le Sénat et soutenues par notre groupe. Tout d'abord, concernant les allégements généraux, nous avons accepté le principe d'une maîtrise d'un dispositif dont le coût a augmenté de près de 20 milliards d'euros en 3 années. Nous avons également estimé que de ne pas faire participer les employeurs à l'effort demandé était éventuellement une disposition qui n'aura pas été comprise par l'ensemble des Français, les employés et les retraités. Néanmoins, grâce aux amendements adoptés par le Sénat, nous avons veillé à annuler l'impact de la réforme sur les bas salaires de façon à préserver l'emploi. Dans la conjoncture actuelle, cela nous a semblé être une nécessité. S'agissant des retraites, nous avons traduit l'engagement politique d'une hausse des pensions de l'ensemble des retraités dès le 1er janvier, à hauteur de la moitié de l'inflation prévue. Par la suite, au 1er juillet, les retraités percevant une pension d'un montant inférieur au SMIC bénéficieront d'une nouvelle hausse afin d'atteindre l'inflation, ainsi que le rattrapage des mois de janvier à juin. Cela reste un effort pour les retraités les mieux lotis, mais un effort plus justement proportionné par rapport à la copie initiale du gouvernement. Le Sénat a également veillé à donner de l'oxygène aux établissements de santé et aux collectivités territoriales afin de leur permettre de remplir efficacement leur mission. Ainsi, tout en étant conscient de la nécessité de faire face à la situation financière dégradée de la CNRACL, nous avons lissé l'augmentation des cotisations à cette caisse pour soulager les collectivités de quelques 350 millions d'euros, mais également les établissements de santé et médico-sociaux de l'ordre de 250 millions d'euros. Nous avons également voté une aide de 200 millions d'euros en faveur des départements, afin qu'ils puissent continuer de remplir leur mission d'accompagnement des Français touchés par la perte d'autonomie. Enfin, une meilleure contribution, un meilleur soutien de l'État. Nous avons également prolongé le fonds d'urgence de 100 millions d'euros pour les EHPAD. Nous connaissons la situation financière. Cet effort est important, mais vu l'ampleur et la dégradation de la situation, il reste malheureusement encore symbolique. Par ailleurs, comme l'année précédente, le Sénat a souhaité soutenir les EPCI dans le développement des services d'aide à domicile et d'accompagnement
par l'exonération des cotisations patronales relatives aux rémunérations des aides à domicile. De plus, le Sénat a adopté plusieurs mesures importantes qui devraient permettre d'améliorer très vite la lutte contre la fraude et la pertinence des soins. C'est pour nous un message fondamental, important, parce que nous avons veillé à la fois à mieux dépenser l'argent, à rechercher des économies, mais également à porter un message clair vis-à-vis du combat contre la fraude. Je pense notamment à l'accélération au renforcement de la mise en place de la carte Vitale sécurisée, un débat que nous portons dans cet hémicycle depuis 5 ans. Je pense également à l'encadrement renforcé des professionnels de santé pour qu'ils utilisent le dossier médical partagé pour chacun de leurs patients. Enfin, je ne peux pas conclure cette intervention sans évoquer la contribution de solidarité par le travail que le Sénat a introduite dans ce PLFSS. Nous l'avons dit et redit, je le répète une nouvelle fois, cette contribution n'est pas un jour férié en moins pour les travailleurs. Elle consiste simplement à faire participer chacun au financement de l'autonomie au moyen de 7 nouvelles heures de travail, selon des modalités souples à définir au plus près du terrain entre les partenaires sociaux. Elle est une source de revenus immédiate et importante pour la branche autonomie. Elle se veut aussi et surtout la première pierre d'une réforme de fond du traitement de la question du vieillissement, celle pour laquelle nous devrons avant tout porter une loi grand âge, toujours promise, toujours repoussée, faute de moyens financiers. Car, Madame et Monsieur le Ministre, après le temps de l'ajustement paramétrique, doit venir très vite le temps des réformes qui seules nous permettront de dépenser mieux et d'assurer des services essentiels. Je pense notamment à la réforme de l'hôpital, à la prévention, au grand âge, à la famille, autant de domaines sur lesquels les professionnels et les assurés ont besoin d'un cap et d'une vue long terme. Dans l'immédiat, le groupe Les Républicains votera ce PLFSS pour 2025 et nous espérons ainsi que nous parviendrons à un accord avec les députés en commission mixte paritaire. C'est un enjeu de responsabilité. Le Sénat a pris ses responsabilités.